Il fait un de ces Mistral ce soir ici dans le Luberon, mais c'est glacial. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous parler longtemps ici. J'ai envie de vous expliquer 2 ou 3 choses à propos des ISO et des choses que les pros font, mais pas les débutants. La première chose qu'on nous dit quand on commence la photographie de paysage, c'est qu'il ne faut jamais, mais vraiment jamais monter les ISO. Ou alors seulement un petit peu, hein. Ou alors dans de rares occasions comme l'astrophotographie par exemple. Et pourquoi? Eh bien tout ça parce que sinon nos photos vont être moches à cause du bruit numérique. Ce fameux et terrible bruit numérique dont tous les photographes ont peur. Oui, le bruit numérique c'est moche, mais ça c'était avant qu'on ait des solutions vraiment efficaces en matière de post-traitement du bruit numérique, des logiciels comme DxO Photolab 6 qui permettent littéralement d'éradiquer le bruit numérique sur nos photos grâce à l'outil Deep Prime XD par exemple. Alors aujourd'hui, je voulais vous expliquer, je ne sais pas si je vais y arriver parce que c'est vraiment pas tenable ici, je voulais vous expliquer 3 situations dans lesquelles je n'hésite pas à monter les ISO, mais genre vraiment. Hein, je monte dans les tours 1000, 2000, 3200 et au-delà s'il le faut parce que je n'ai plus peur que mes photos soient gâchées par le bruit numérique. Je sais très bien que je pourrais le rattraper au post-traitement grâce à mon logiciel DxO Photolab 6 et Deep Prime. Alors j'ai quand même réussi à filmer avant que le soleil ne se soit couché. L'une des 3 situations dans laquelle je n'hésite pas à monter les ISO, c'est lorsque je veux figer le mouvement. Figer le mouvement de quelque chose qui se déplace ou qui bouge. Et en photographie de paysage, ce qui bouge très souvent, eh bien, c'est l'eau par exemple. L'eau, les vagues. C'est quelque chose qui se déplace, que ça soit une rivière, la mer, les vagues, ne serait-ce que le jet d'une fontaine par exemple. Voilà, l'eau est en mouvement, donc si vous voulez figer le mouvement et que vous n'avez pas suffisamment de lumière, vous allez devoir monter les ISO, c'est indispensable. Je pense aussi aux branches des arbres. Les branches des arbres, eh bien, elles bougent aussi beaucoup. Alors ici, on est en hiver, il n'y a pas de feuilles, mais quand vous êtes en été, je pense par exemple aux champs de lavande aussi, hein, lorsqu'il y a du vent qui souffle sur les champs de lavande, eh bien, vous avez tous les brins de lavande qui se balancent, ils se dandinent. La même chose avec les coquelicots, avec les tournesols, bref, toute la végétation est soumise au vent. Et il n'y a pas que la végétation, moi aussi en ce moment. Donc vous voyez, lorsque vous devez figer un mouvement, il ne faut pas hésiter à monter les ISO. Donc si je résume, si vous voulez figer le mouvement d'un objet qui bouge, alors que vous n'avez pas suffisamment de lumière, même si vous êtes stabilisé sur un trépied, eh bien vous devez monter les ISO. Et il ne faut pas hésiter à le faire. La deuxième situation dans laquelle je n'hésite pas à monter fortement les ISO, c'est une situation comme celle-ci. Je suis à main levée, le soleil vient de se coucher. Dans cette situation, il ne s'agit plus seulement de figer le mouvement de l'eau, mais il s'agit surtout que l'ensemble du paysage soit net parce que je ne suis pas stabilisé et il faut absolument que la montagne, par exemple, qui se trouve derrière moi, soit parfaitement nette. Alors je me dépêche parce que franchement, je n'ai plus de doigts, je n'ai plus de visage, mon visage bouge peut-être, mais moi je ne le sens plus. Alors pareil, je ne vais pas vous expliquer pendant des heures pourquoi je n'hésite pas à monter fortement les ISO de mon boîtier lorsque je fais de la photo en pleine nuit, ça paraît assez évident. La raison, elle est aussi dans le fait que si vous voulez photographier des étoiles et en faire des points lumineux et non pas des traits lumineux dans le ciel, parce que la Terre se déplace par rapport aux étoiles et donc elle forme un mouvement dans le ciel qui est imperceptible à l'œil nu mais qui est bien perceptible par le capteur de votre appareil photo, vous allez devoir choisir une vitesse d'obturation assez rapide quand même, mais suffisamment lente pour pouvoir capturer ces petits points lumineux dans le ciel. Donc le tout en fait c'est de trouver le bon compromis entre une vitesse d'obturation suffisamment lente
pour pouvoir capturer les points lumineux, mais suffisamment rapide pour ne pas en faire des traits dans le ciel, ce qui est aussi esthétique, hein, j'aime bien ce genre de photos. En revanche, si vous ne voulez pas ces traits lumineux, vous allez devoir opter pour une vitesse d'obturation assez rapide. Je pense aussi aux aurores boréales. Si vous souhaitez photographier les aurores boréales, vous allez devoir aussi choisir une vitesse d'obturation pas trop longue, puisque selon l'intensité de l'aurore boréale, vous aurez à monter plus ou moins les ISO d'ailleurs, et surtout favoriser la montée en ISO plutôt que de rallonger le temps d'exposition. Hein, tout ceci pour pouvoir capturer ce qu'on appelle le rideau d'une aurore, c'est-à-dire un voile qui se trouve en dessous de l'aurore et qui est nettement perceptible à l'œil nu, mais si le temps d'exposition est trop long, il tente à se dissoudre en fait dans l'aurore en elle-même, et je trouve ça moins joli. Donc mon conseil, si vous allez photographier les aurores boréales, faites quelques tests dès que vous en voyez une et ajustez rapidement votre vitesse d'exposition, votre vitesse d'obturation pardon, pour qu'elle ne soit pas trop longue et ainsi saisir et figer quasiment l'aurore dans son mouvement, hein, puisque les aurores se déplacent dans le ciel, on le voit à l'œil nu, et vous imaginez bien qu'une pause de 30 secondes sur une aurore boréale, c'est déjà trop long en fait. Allez, je vais essayer de faire quelques photos de la comète qui est censée passer cette nuit dans notre ciel. Alors on dit qu'elle est, on la voit à l'œil nu, mais moi je ne l'ai pas encore remarqué. J'espère que je vais pouvoir réussir à faire quelques photos. En tout cas, je suis au même endroit qu'hier, et là pour le coup, la surface de l'eau est parfaitement calme. Donc j'aimerais capturer quelques points lumineux avec, pourquoi pas, si possible, quelques reflets de ces étoiles à la surface de l'eau. Ça serait vraiment très sympa. Alors, nous sommes à 100 ISO, et là, on ne va pas hésiter à monter dans les tours. Allez, on va se mettre à 6400, soyons fous, on verra bien ce que ça donne au post-traitement. Allez, on va regarder ce que ça donne. Je pense qu'il y en a pour une dizaine de secondes de temps d'exposition. Ouais, ça m'a pas l'air mal du tout. Ça m'a pas l'air mal du tout. On va vérifier ça. On va vérifier que ça soit bien net. Ouais. Voilà, ce que je voulais avoir, c'était ça, c'était des points lumineux et non pas des traits, vous voyez. La Terre n'a pas eu le temps de se déplacer assez vite par rapport aux étoiles pour qu'elles effectuent un mouvement dans le ciel, donc tout va bien, c'est super, je suis content. Bon, après le Mistral très froid et la nuit glaciale que je viens de passer, je suis de nouveau chez moi au chaud, devant mon ordinateur. Donc ce que je vous propose, c'est de voir ensemble deux images que j'ai faites lors de ces deux sessions, et tout ça pour illustrer tout simplement cette fameuse montée en ISO, et vous expliquer pourquoi vous ne devez plus en avoir peur, parce que de toute manière, maintenant on dispose d'outils performants pour supprimer le bruit numérique, ou tout au moins très fortement l'atténuer, vous allez voir, hein, notamment sur la photo de nuit que j'ai faite, et c'est assez bluffant, hein. De toute façon, depuis que DxO a sorti la version Deep Prime de sa réduction du bruit numérique, les résultats sont tout simplement époustouflants. Et donc vous allez voir qu'avec le nouvel outil de DxO Photolab 6 Deep Prime XD, eh bien c'est encore plus performant, et encore une bonne raison de ne plus hésiter à monter les ISO quand il le faut. Allez, je vous retrouve juste de l'autre côté de l'écran et on regarde ça ensemble. Alors nous voici donc dans DxO Photolab 6 avec la première des deux photos que j'ai réalisées lors de mes deux sorties. Et donc vous voyez ici que nous avons une image qui est, je vais vous remontrer les spécifications. Donc on a une image ici qui est faite avec une montée en ISO à 1000 ISO, une vitesse d'obturation de 1/80 de seconde, hein, tout ceci pour figer les vagues, hein, comme je vous l'avais dit sur le moment, et une ouverture du diaphragme à f11 avec une distance focale, une longueur focale de 75 mm. Voilà pour les réglages de cette prise de vue. Alors j'ai effectué quelques petites corrections, hein, sur cette image, hein, notamment en termes de luminosité, de réglage des teintes
et de contraste. Rien de très poussé, hein, c'était juste pour que l'image soit plus agréable à regarder. Là, pour vous montrer, ce qui nous occupe pour l'instant, c'est le détail, c'est la réduction du bruit numérique. Donc on va tout de suite zoomer dans l'image pour voir si effectivement l'image est bien nette, hein. Et là je pense qu'il n'y a pas de souci. On a une image hyper nette, malgré le fait que je sois monté à 1000 ISO, hein, je le rappelle. On remarque que dans les zones sombres, le bruit n'est pas si présent, mais je mets ça aussi sur la qualité de mon capteur, hein, attention. Si vous avez un capteur de type APS-C ou plus petit, évidemment le bruit sera plus présent, hein. Je vous invite d'ailleurs à tester votre matériel pour voir jusqu'où le bruit n'est plus acceptable, hein, sur votre boîtier. Ça dépend des boîtiers, des combinaisons boîtier-objectif aussi. Donc ici, moi, je trouve qu'à 1000 ISO, je m'en sors très bien déjà. Et c'est pas sur cette image qu'on va avoir la plus grande visualisation de cette formidable outil qui est DxO Deep Prime XD. Mais néanmoins, ça vous montre voilà, que il ne faut pas hésiter à monter les ISO pour figer le mouvement de l'eau, hein. Alors, si on va dans l'outil DxO, donc Denoising Technologies, comme ils l'ont appelé, vous voyez par défaut c'est haute qualité, hein, le rendu est de haute qualité. On voit ici l'aperçu, hein. Alors, encore une fois, ici, c'est pas sur cette photo que ça va être le plus flagrant, mais voilà, on va quand même améliorer. Je pense qu'ici, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au Deep Prime XD. De toute façon, en Deep Prime, on sera largement bon, hein, puisque là, on ne perçoit déjà même plus de bruit numérique, hein. Voilà. On va passer à l'image suivante et vous allez voir que là, c'est une toute autre histoire. Bien, voici l'autre image. Alors, vous voyez que cette photo de nuit, hein, qui a été réalisée au même endroit, mais à un moment différent, vous voyez que c'est beaucoup plus calme, hein, au niveau de la surface de l'eau. Eh bien, le ciel était parfaitement étoilé. C'était un vrai spectacle, hein. Il était 3 heures du matin, exactement. Il faisait genre -5 cette nuit-là. Et c'était juste la nuit dernière en fait, hein. Et je vous parlais de cette comète que je n'ai pas vue. Je n'ai pas réussi à la repérer dans le ciel, hein, malgré les indications que j'avais. Alors est-ce que c'est moi qui suis pas doué pour repérer ce genre d'objets célestes, mais voilà. Si vous l'avez vu, eh bien n'hésitez pas à me le dire et à me dire dans quelle partie du ciel. Moi je crois que c'était au nord qu'il fallait regarder. J'ai vu une trajectoire de la comète quelque part entre la Grande Ourse et la Petite Ourse. Mais voilà, je pensais avoir regardé dans la bonne direction, mais je n'ai rien remarqué. Donc vous voyez que là aussi j'ai appliqué quelques corrections, hein, de base, notamment pour rendre ce ciel un peu plus joli, étoilé. J'ai enlevé le très peu de pollution lumineuse que j'avais qui se situe ici, au niveau juste au-dessus de la montagne, hein. Donc voilà, on a un léger voile ici plus clair qui est dû à la pollution lumineuse, mais qui reste tout à fait acceptable et faible, hein. On est justement sur un site qui est dépourvu de lumière artificielle, donc c'est tout l'intérêt de venir faire de la photo de nuit ici. On va regarder tout de suite ce que ça donne au niveau de Deep Prime. Alors si je zoome dans l'image, je vais vous montrer déjà à quoi ressemble l'image non corrigée au niveau du bruit, hein. Vous voyez que c'est voilà, c'est quand même assez bruité. On a une réduction du bruit, hein, qui est de haute qualité quand même. C'est pas l'image qui sort du capteur ici, hein. On a quand même une correction du bruit qui est effectuée. Maintenant, on va regarder ce que donne la réduction du bruit avec l'outil Prime, hein. Donc vous voyez ici l'aperçu, hein, c'est surtout dans cette fenêtre qu'il faut regarder. Vous voyez que c'est déjà mieux. Deep Prime va faire un bond en avant, hein. On voit nettement la transformation. Donc si vous voyez, si j'appuie sur l'écran de contrôle, hein, d'aperçu, si je maintiens la souris, le clic enfoncé, on voit l'image non débruitée et l'image débruitée par Deep Prime. Et maintenant Deep Prime XD,
Et là, on va encore affiner. Voilà, vous voyez qu'il y a des éléments de détail qui sont apparus, qui étaient imperceptibles avec Deep Prime tout court. Et là, Deep Prime XD les a rehaussés. On voit nettement les étoiles les plus faibles qui sont un peu plus visibles. Voilà, donc avant application des corrections du bruit numérique et après, le résultat parle de lui-même. Et c'est pour cela que je vous disais que tous ceux et toutes celles qui font des photos en basse lumière, hein, que ce soit en intérieur, en extérieur, que ce soit du portrait, du paysage, que ce soit de la photo de sport aussi, hein, ou de l'animalier, vous avez avec DxO Photolab 6 une bête de guerre, hein. Vraiment c'est la base, c'est un complément pour moi indispensable de Lightroom par exemple, de Photoshop, qui n'arrive pas à ce niveau-là de correction et de perfection sur le traitement des corrections optiques et la suppression du bruit numérique. Vous voyez également que sur cette image, eh bien, on obtient bien des points lumineux, hein, malgré le fait que l'exposition pour moi était quand même assez longue, hein, puisqu'on a 13 secondes de temps de pause à une ouverture de 7,1 et une longueur focale de 28 mm. Voilà, donc j'ai préféré réduire mon ouverture, histoire que je conserve un piqué assez sympa, et ce qui a rallongé mécaniquement la vitesse d'obturation et qui l'a ralenti à 13 secondes. Mais derrière, moi je savais très bien qu'avec DxO Photolab 6, je pourrais récupérer les détails avec Deep Prime XD et supprimer le bruit numérique. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que grâce à elle, eh bien, vous n'hésiterez plus à monter dans les ISO parce que c'est quelque chose qu'il faut se sortir de la tête, hein, cette fameuse règle qu'il ne faut pas, surtout pas, monter les ISO sous peine que la photo soit dénaturée, soit moche et soit de mauvaise qualité visuelle. Évidemment, la montée en ISO implique une montée du bruit, une présence du bruit numérique, mais encore une fois, maintenant, on a la possibilité de corriger très fortement ce bruit, voire de le supprimer complètement, hein. Vous avez vu que moi, je suis monté quand même jusqu'à 6400 ISO. Alors oui, j'ai un capteur plein format. Effectivement, j'ai un objectif qui est assez qualitatif, hein. Tout ça, ça compte aussi, il ne faut pas se le cacher. Maintenant, ce qui compte aussi, c'est la qualité du logiciel et rien que pour les corrections des objectifs, les corrections optiques qu'offre DxO Photolab 6 et la réduction, voire la suppression du bruit numérique. Pour celles et ceux qui font des photos de nuit ou en basse lumière, on ne peut plus se passer d'un tel logiciel. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous aimez ce type de format, c'est-à-dire de la prise de vue jusqu'au post-traitement. Comme ça, vous avez une vision globale de la création photographique. C'est d'ailleurs ce que je propose lors de mes stages photo, hein. Ça vous permet d'avoir de comprendre le cheminement qui est le mien pour créer mes images. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide la vidéo à se faire référencer et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à consulter mon Instagram et mon compte TikTok, hein, qui est tout nouveau. J'essaye d'y diffuser quelques petites astuces photos, donc c'est toujours agréable de pouvoir partager aussi d'une autre manière certains trucs avec vous. Et puis d'ici là, eh bien moi je vous souhaite de bonnes photos et à très bientôt. Ciao!